Nick Suzuki a beau être excellent, je veux dire, littéralement un centre de 100 points et gagnant du trophée Selke, il a besoin d'un dauphin, un deuxième joueur de centre pouvant l'épauler. Je le sais, tu le sais, Kent Hughes le sait, ton père le sait, ta belle-mère, ton chien le sait. Maintenant que tout le monde sait ça, qui sont ceux qui sont disponibles et qui cadreraient dans ce rôle-là? What's up tout le monde, c'est ton boy Max. Vous êtes excité à l'idée du marché des transactions, du marché des joueurs autonomes, du repêchage qui s'en vient et de tout le mouvement qui va venir avec. Je veux dire, ça paraît, mes contenus n'ont jamais été aussi populaires qu'ils le sont depuis 2 semaines. Merci à vous d'ailleurs. Les rumeurs de transactions, on aime ça. Et à Montréal, au Québec, présentement, ce qui retient l'attention, c'est: est-ce que Kent Hughes va être en mesure de faire l'acquisition d'un deuxième joueur de centre qui va améliorer l'équipe dès l'an prochain? Vous entendez toutes sortes de noms. Qui sont ceux qui sont non seulement disponibles ou que ça pourrait être réaliste qu'ils soient disponibles, que ça aurait du sens tant sur le plan hockey pour le Canadien et qu'en plus, une transaction ou une signature, quoique point de vue signature, c'est assez mince, ça pourrait fitter, ça pourrait être bon pour l'équipe. J'ai donc concocté ma propre liste des joueurs de centre que je veux voir venir à Montréal et je me suis arrêté à 8. Pourquoi 8? Ben parce que passer ça, c'était des gars que j'étais comme il y a trop de facteurs pour lesquels je ne suis pas tout à fait enjoué. Exemple, 9e sur la liste, ça a été Elias Pettersson. J'adore Elias Pettersson. Je pense que le vrai Elias Pettersson est plus proche de celui d'il y a 2 ans que celui qu'on voit depuis 2 ans. Je crois qu'au sein d'une équipe comme le Canadien de Montréal, est-ce qu'il redeviendrait un gars de 100 points? Je ne sais pas. Est-ce qu'il redeviendrait tout un joueur de centre bien meilleur que ce qu'on a vu ces dernières années? Je crois que oui. Ça reste qu'il a signé pour un contrat beaucoup trop faramineux et que dans ce contexte-là, je ne pense pas que ce serait une bonne chose de faire l'acquisition d'Elias Pettersson. Je le disais, je me limite donc à ceux que je crois que c'est réaliste de penser qu'ils peuvent venir à Montréal dès cet été. À titre d'exemple, Robert Thomas, qui honnêtement aurait été numéro 1 sur ma liste, est maintenant retiré. Pourquoi? Andy Strickland, qui est attitré à la couverture des Blues de Saint-Louis, a dit cette semaine qu'on pouvait oublier une transaction Robert Thomas. Il sera des Blues de Saint-Louis au camp d'entraînement. Et malheureusement, c'est avec beaucoup de peine qu'il n'y a pas Sidney Crosby sur ma liste. Je ne dis pas que c'est maintenant hors de tout doute dans ma tête que Sidney Crosby conclut sa carrière avec les Penguins de Pittsburgh. Mais il va débuter la prochaine saison à Pittsburgh, j'en suis convaincu, après la signature d'Evgeny Malkin. Les Penguins ont fait les séries. Dans ma tête, c'est un peu nono, mais je pense qu'il continue de croire que tant que Crosby, Malkin, le temps sont là, ils peuvent continuer d'essayer de rentrer en série, puis qu'après ça, un petit miracle. Donc pour cette raison, malheureusement, Sidney Crosby n'est pas sur ma liste. On y va donc maintenant avec les 8 joueurs de centre que j'aimerais voir aboutir à Montréal, et ils vont être dans l'ordre de numéro 8 à numéro 1. En 8e place, non, c'est pas une blague, c'est Dylan Larkin. Un instant, je le sais, il aurait seulement 3 équipes sur sa liste et le Canadien n'en fait pas partie. J'ai eu un épisode complet à ce sujet, vous pouvez aller l'écouter. J'avais également un épisode complet sur la demande de transaction en tant que telle de Dylan Larkin. Pourquoi il se retrouve sur ma liste malgré tout au 8e rang? C'est que je vous invite à aller consulter mon épisode complet sur le fait qu'il n'a que 3 équipes sur sa liste de transactions. Je ne vais pas être surpris si on ne s'entend pas avec une de ces 3 équipes-là du côté des Red Wings de Détroit. Au moment où on se parle, j'aurais tendance à croire que ce sont le Wild du Minnesota qui vont réussir à faire l'acquisition de Dylan Larkin. Ça reste que je crois que c'est encore possible pour une autre formation que le Wild, les Panthers et les Golden Knights de faire l'acquisition de Larkin. Tout va dépendre de comment Steve Yzerman gère ce dossier-là. S'il fait ce que je veux qu'il fasse personnellement, adopter la ligne dure, ne pas accepter moins que la valeur réelle de Dylan Larkin parce que celui-ci tient mordicus à aller avec le Wild du Minnesota,
ou les Panthers de la Floride ou les Golden Knights. Mais je pense qu'il va peut-être être en mesure d'aller chercher autre chose. Si Larkin, tout ce qu'il veut réellement, c'est gagner, il va peut-être devoir mettre de l'eau dans son vin. Non, ni l'âge de Dylan Larkin, ni son contrat, ni le fait qu'il soit en train d'être capricieux avec les Red Wings. Il n'y a rien de tout ça qui m'inquiète. Il viendrait à Montréal être dans le noyau mou. Il ne viendrait pas faire partie du noyau dur et du gros groupe de leadership, même si probablement il s'y joindrait, je veux dire, c'est quand même un capitaine dans la Ligue nationale de hockey, etc. Mais ça reste que c'est suffisant pour le faire baisser sur ma liste. Il aurait été plus haut, n'eût été de ses demandes de transaction. N'en demeure pas moins que, malgré ça, s'il fallait que les Red Wings ne s'entendent pas avec une des équipes initialement sur sa liste, oui, je prends quand même Dylan Larkin à Montréal. En 7e position, j'y vais avec William Karlsson. Les Golden Knights de Vegas, au moment de l'enregistrement de cet épisode, sont toujours en finale de la Coupe Stanley. Il ne va rester qu'un an à la suite de la saison en cours au contrat de William Karlsson. Les Golden Knights, chaque été, c'est un chantier. Il faut s'assurer de rentrer sous le plafond salarial. Dylan Larkin veut peut-être aller à Vegas. Peut-être que Vegas, qui vont dire, c'est on a l'occasion d'avoir Larkin dans notre éternel recommencement. Karlsson, il ne lui reste qu'un an de contrat. On le ship ailleurs. Karlsson viendrait vraiment être un tampon pour le Canadien. Ce serait vraiment un joueur de centre qui, si on fait cette acquisition-là, c'est vraiment parce qu'on croit en Michael Hage. Et il viendrait être ce joueur qui contribue à faire du Canadien la saison prochaine une meilleure équipe qui va rentrer en série dans la compétitive division Atlantique. Vous le voyez à l'écran présentement, il ne lui reste qu'une année de contrat. À 5,9 millions de dollars, le Canadien peut définitivement se le payer. À 33 ans, je pense qu'encore pour une saison, il viendrait être un excellent joueur de centre, numéro 2 pour le Canadien. Il a une clause de non-mouvement modifiée, une liste de 10 équipes auxquelles il ne veut pas aller. Il faudrait bien sûr que le Canadien ne soit pas sur sa liste, ou encore, si le Canadien l'est, que Hughes fasse un appel, dise « Come on, Willie, viens-t'en ici un an, on va avoir du fun, puis qui sait, peut-être qu'on va te prolonger après ça. » Mais vraiment, William Karlsson bat sur la liste parce que, je le disais, c'est pas un plan à long terme du tout. On pourrait dire d'une certaine façon que c'est une patch, c'est un plaster, mais c'est pas du tout un mauvais plaster. Certains vont dire que tant qu'à avoir William Karlsson, ils préfèrent redonner une chance à un gars comme Oliver Kapanen d'être dans ce rôle-là l'an prochain. Et honnêtement, ça se défend. Ça se défend tout à fait. Mais je pense que William Karlsson ne coûterait pas très cher. C'est une très belle acquisition. Je pense qu'une ligne de centre, Suzuki, Karlsson, Dano, Evans, c'est meilleur qu'avec Oliver Kapanen. Encore une fois, par contre, si vous êtes de l'école de pensée que tant qu'à faire l'acquisition d'un joueur à la William Karlsson, vous préférez donner une chance à Oliver Kapanen, ça se défend tout à fait. Personnellement, ma crainte, c'est que la division Atlantique est trop compétitive. Tu ne peux pas prendre une chance que Kapanen s'améliore de façon assez substantielle pour demeurer où tu as été cette année, avec probablement les Panthers de la Floride qui reviennent avec tous les blessés qui étaient là cette année, avec peut-être les Maple Leafs de Toronto, etc. Ça va vraiment être tout un combat dans l'Atlantique l'an prochain. Et personnellement, je préfère y aller avec un gars comme William Karlsson qu'avec un gars comme Oliver Kapanen. Ça, c'est moi. Peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec ça. En 6e position, je m'attends à ce que ce soit le choix le moins populaire sur ma liste. Parce que on va dans une direction complètement opposée de Karlsson et de Dylan Larkin. Il s'agit de Shane Wright. Je le sais, il a fusillé la table du Canadien du regard au repêchage en 2022. Il est en ce moment, il est encore tout jeune quand même, il faut le mentionner, très très loin de livrer la marchandise d'un joueur que plusieurs s'attendaient lors de toute son année de repêchage à ce qu'il soit le premier au total. Il a, en termes de statistiques, légèrement régressé cette année. Il le fait par contre pas mal dans un rôle de 3e centre. Le Kraken de Seattle ont dit de cette équipe qu'elle est prête à faire l'acquisition d'un vrai joueur offensif capable de venir aider l'équipe rapidement. Et est-ce qu'on est prêt à donner Shane Wright dans cette optique-là? Le problème que je vois avec cette potentielle transaction, c'est que qui est-ce que le Canadien pourrait donner qui correspondrait
à cette demande du Kraken de Seattle, un joueur un peu plus établi qui viendrait aider l'équipe. Malheureusement, j'en vois pas. Celui qui remplit le plus ce critère-là, et même à ça, il ne le remplit pas assez, c'est Alex Newhook. Puis là, je sais pas trop ce qui se passe ces temps-ci. Il y a plein de monde qui insère Patrick Laine dans des transactions. Là, s'il vous plaît, soyez sérieux. S'il est pour avoir des offres de transactions dans les commentaires, je veux des offres sérieuses. Sans quoi, je vais mettre un emoji grenouille en réponse à votre commentaire. Et sachez que s'il y a un emoji grenouille en réponse à votre commentaire, c'est la grenouille de la honte. C'est que votre offre de transaction est ridicule. Blague à part. Patrick Laine est agent libre sans restriction. Il va signer où il veut, il ne va pas être échangé par le Canadien. Après ça, il y en a plusieurs qui insèrent Kirby Dach. Non, Kirby Dach, c'est pas un gars offensif établi dans la Ligue nationale de hockey. Donc, Shane Wright, je ne suis pas certain à quel point c'est réaliste que le Canadien fasse son acquisition, mais je suis convaincu qu'à Montréal, il deviendrait le centre numéro 2 recherché. D'autant plus que si éventuellement sur son flanc droit, c'est Ivan Demidov et sur son flanc gauche, c'est soit Michael Hage, soit Zarovski, t'es en Cadillac. Je pense que Shane Wright est un excellent candidat d'être un joueur de centre d'une 50aine de points, peut-être une 60aine de points même, responsable, flanqué de 2 ailiers très offensifs, ça peut donner des résultats très intéressants. Autre petit défaut, il est droitier. Réglons ça tout de suite. Là. Larkin et Carlson, c'était des gauchers. Shane Wright, c'est un droitier. Je ne vais pas m'éterniser à chaque fois sur le gaucher-droitier. Là, sachez qu'en ce qui me concerne, oui, dans un monde idéal, c'est un gaucher dont le Canadien fait l'acquisition. Sauf que le problème de droitier-gaucher a été en grande partie réglé avec l'acquisition de Philippe Danault. Tu as besoin d'un gaucher pour prendre à peu près 3 à 4 grosses mises en jeu côté gauche dans un match. Elles vont peut-être être du côté offensif, elles vont peut-être être du côté défensif. Si elles sont du côté défensif, c'est réglé, tu as Danault. Si tu as tes mises en jeu importantes dans un match du côté offensif, dans un monde idéal, c'est pas Phil, avec tout le respect que j'ai pour Phil. Mais il le fait avec grand succès cette année. Il y a même des très beaux buts qui ont été marqués en fin de rencontre grâce à des mises en jeu gagnées par Philippe Danault. Dans un monde idéal, tu aurais un vrai centre numéro 2 capable de venir faire ça. Mais c'est pas catastrophique puisque tu as Phil Danault. Je veux dire, les Golden Knights de Vegas, si je me trompe pas, les Golden Knights ou les Hurricanes? Non, les Hurricanes, je pense. En tout cas, même Vegas, la majorité de ses centres sont du même bord. Là. En tout cas, regarde, it is what it is. Puis là, en plus, je suis même pas un expert du gaucher-droitier. Je viens de dire que William Karlsson est gaucher, mais on dirait que là, soudainement, j'ai une hésitation. Non, William Karlsson est bel et bien gaucher. Mes excuses. Tout ça pour dire que la fixation gaucher-droitier, il ne faut pas trop capoter avec ça dans le dossier du joueur de centre. C'est pas comme le flanc droit de la défense. Ce sont 2 dossiers complètement différents. Ça, c'était donc numéro 6. Numéro 5, on reste dans la jeunesse. Tant qu'à y aller avec Shane Wright, j'aime mieux prendre une chance sur Mason McTavish. Oui, lui, son premier gros contrat est déjà signé. Il est à 7 millions de dollars par saison. Mason McTavish n'a vraiment pas progressé de la façon qu'on l'espérait du côté des Ducks d'Anaheim cette saison. Il a été laissé de côté dans certaines rencontres. Il a été laissé de côté en séries éliminatoires. Ce qui vient un petit peu contredire l'idée qu'on a de Mason McTavish, que ce gars-là va être excellent pour une équipe rendue en séries éliminatoires parce que sans être le plus costaud du monde, c'est un gars qui a du papier sablé à son jeu, c'est un gars fait pour les séries, il a été laissé de côté en séries éliminatoires. Il vient d'écouler donc la première année de son contrat de 6 ans à 7 millions de dollars par saison. Il avait finalement réussi à franchir le cap des 50 points l'an dernier. Il est retourné dans la 40aine de points cette saison. Je pense quand même que ce serait un excellent candidat à une saison breakout s'il quittait Anaheim et se joignait à un noyau comme Montréal l'an prochain. Il arrive à Montréal, il est clairement identifié comme centre numéro 2. En même temps, il l'est déjà à Anaheim derrière Leo Carlsson. Mais tu recommences à nouveau, il y a une espèce de pression qui s'enlève. Je pense que c'est un gars dont le style cadrerait parfaitement avec Ivan Demidov. C'est quelque chose que j'aimerais bien voir. N'en demeure pas moins qu'un peu comme Shane Wright, c'est pas des projets de réclamation. Ce sont quand même des projets de maximisation du développement. Dans certains cas, le Canadien a réussi ça à merveille, dans d'autres, un petit peu moins.
Le 7 millions ne me fait pas si peur que ça dans son cas, même si jusqu'ici c'est du potentiel et ce n'est pas rempli, ce qu'on espère de Mason McTavish, parce qu'avec le plafond salarial qui monte un contrat de 7 millions dans la Ligue nationale de hockey, ça va très rapidement devenir quelque chose qui est la norme pour un deuxième centre dans la LNH. Donc, la première moitié de la liste. En 8e place, Dylan Larkin. En 7e place, William Karlsson. 6e, Shane Wright. 5e, Mason McTavish. Vous voyez donc que dans ma liste, il n'y a pas nécessairement un style de joueur de centre que je cible. Tout dépend de ce qui est disponible et en fonction de ce dont tu fais l'acquisition, le prix à payer ne sera pas le même et les plans pour le reste de l'effectif ne seront pas non plus les mêmes. C'est pourquoi je pense que c'est important de cibler les joueurs de centre en premier. Si tu fais l'acquisition de William Karlsson, ça va être différent de si tu fais l'acquisition de qui est numéro 1 sur ma liste. Et justement, qui est numéro 1 sur la liste? Ben tout juste avant de poursuivre avec la liste, salutations distinguées à toi, aventurier de l'Internet. Il va bientôt avoir des transactions. Les rumeurs sortent déjà de partout et tu es scotché à ton type d'écran préféré pour savoir tout ce qui se passe dans la Ligue nationale de hockey en cette période de transactions qui va bientôt débuter. T'es à la bonne place. Tu veux du bon contenu en français? Abonne-toi! On a l'objectif très relevé cette année d'atteindre les 35 000 abonnés et pour ça, il faut chacun d'entre vous. Ça te coûte 0$ et ça prend 0,5 secondes. Et tu vas rien manquer de ce qui va s'en venir. C'est fait? On peut. En 4e position, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, à mi-chemin entre Dylan Larkin et William Karlsson et il s'agit de Vincent Trocheck. Pourquoi je dis qu'il est un petit peu entre les deux? Ben parce que contrairement à William Karlsson, il reste quelques années au contrat de Vincent Trocheck. Il reste 3 ans. Vincent Trocheck, donc, la raison pourquoi je l'ai avant Karlsson, ben c'est qu'à ce stade-ci de sa carrière, je pense qu'il est encore un meilleur joueur que Karlsson. 5,625, c'est un excellent contrat. C'est un gars qui produit comme un véritable joueur de centre numéro 2 depuis très longtemps maintenant. Cette année, il a raté plusieurs rencontres. Trocheck, il a joué légèrement sous les 70 matchs. C'est un gars qui a eu des problèmes de blessure plus tôt dans sa carrière, mais vous le voyez là, tout juste à côté de moi. Avant cette année, là, c'était quoi? C'était 4 saisons de pratiquement 82 matchs. Il avait raté une rencontre dans les 4 dernières saisons. Donc, les problèmes de blessure ont eu tendance à être derrière lui. Après ça, par contre, ça demeure un gars qui est dans la trentaine. Sait-on jamais ce qui peut arriver, mais c'est pas quelque chose qui m'inquiète du tout de ce côté-là. L'affaire qui est intéressant avec Trocheck, contrairement par exemple à Karlsson, c'est que lui, non seulement il vient faire le tampon avec Michael Age, mais il donne le temps à un gars comme ça de se développer. Il peut peut-être même commencer à l'aile, avoir un peu moins de pression, pas prendre toutes les responsabilités d'un joueur de centre numéro 2. Et après ça, ben, il reste une autre saison au contrat de Philippe Danault. Et qui sait, si Michael Age se développe rapidement, peut-être que rapidement, Trocheck descend prendre la place de Philippe Danault comme plus 3e centre, vétéran joueur de centre. On ne re-signe pas Philippe Danault. Merci Phil pour service rendu. C'est vraiment, je trouve, le joueur parfait pour laisser un jeune joueur de centre venir s'établir en lui enlevant des responsabilités au début et peut-être après ça accepter un rôle moindre dans l'organisation tout en étant un bon vétéran. Trocheck est un joueur de centre droitier pour ceux qui veulent fixer là-dessus. Bien sûr, la grande question avec lui, c'est un Américain. Est-ce qu'il voudrait venir jouer au Canada? Ben, c'est une question qu'il faut se poser. Mais pour moi, c'est honnêtement tout un candidat. C'est pourquoi je l'ai aussi haut que le 4e rang. En 3e position maintenant, honnêtement, je commence à partir d'ici à dire que c'est des coups de circuit. Je le sais par contre que celui-ci, vous allez être plusieurs à vraiment pas être d'accord avec moi sur le coup de circuit, c'est Matthew Barzal. Barzal, pourquoi je pense que certains d'entre vous diraient « Ben non, c'est pas pantoute un coup de circuit », l'âge, les blessures et le montant. Certains ajouteront le fait qu'il est droitier là-dedans. Je comprends tout ça, mais je crois vraiment qu'avec un Matthew Barzal pour les 5 prochaines années, parce que ça, c'est l'argent qui reste, le temps qui reste à son contrat, t'as une ligne de centre complètement sensationnelle. Le problème pour moi avec un gars comme ça, c'est même pas tant les blessures, c'est pas tant le contrat que, tu sais, il a explosé, il est arrivé là tout de suite.
Quelle saison recrue pour Barzal en 17-18 avec 85 points en 82 matchs. Et après ça, a été majoritairement pour sa carrière plus un gars de, disons, 65 points. Il a refait finalement le point par match en 23-24. L'an dernier, il a été blessé à nouveau. Et cette année, une très bonne saison de 70 points pour Barzal. C'est un gars qui a eu certains problèmes dans sa carrière. Apparemment avec son cadran. C'est Anthony Beauvillier qui, semble-t-il, lui mettait un cadran dans son casier lorsqu'il était avec les Islanders de New York. Je pense que Barzal, c'est le gars classique qu'il peut être un vrai centre numéro 1 au sein d'une équipe, mais qui est dans cette catégorie là, juste plus de 15e à 20e meilleur centre de la Ligue que dans un monde idéal. Il est ton deuxième centre. Je pense que c'est ça qui viendrait être à Montréal. Je pense que sa rapidité aux côtés d'Ivan Demidov, entre autres, ça pourrait être complètement sensationnel. C'est un gars dont le style de jeu cadrerait parfaitement avec le Canadien. Certains diront par contre que ouais, mais c'est pas particulièrement un gros bonhomme, mais c'est pas un gars qui joue physique. C'est vrai. Je crois que l'acquisition d'un joueur comme Barzal nécessiterait également l'acquisition d'un autre vrai gros ailier à la Juraj Slafkovský pour venir compléter ce top 6-là. En fait, si la transaction Matthew Knies avait fonctionné, Barzal et Knies pour compléter ton top 6, ça aurait été sensationnel pour le Canadien. En deuxième position, c'est peut-être mon joueur le plus champ gauche de cette liste. Pourquoi je dis ça? Parce que, contrairement à tous les autres joueurs, il n'est pas réellement dans les rumeurs de transactions. C'est rare que je fais ça, mais je me permets d'insérer un gars qui est, comme je dis, pas tant dans les rumeurs, que moi je regarde et que je me dis simplement, ça a trop de sens. Ça a trop de sens, l'acquisition de ce gars-là. La raison pourquoi je ne suis pas certain, c'est que je suis incapable, ça fait plusieurs fois que j'en parle, je suis incapable de mesurer quelles sont les intentions des Kings de Los Angeles. Mais si on décide que ce soit reset sur le fly, mini rebuild, quoi que ce soit, Quinton Byfield, pour moi, est le joueur de centre à identifier pour le Canadien. 23 ans. Gigantesque. Non, pas Matthew, Brady, Tkachuk, mais un gars qui se sert de son physique, qui apporterait quelque chose de différent chez le Canadien. Quelqu'un qui n'a pas livré la marchandise d'un deuxième choix au total, mais qui a déjà prouvé qu'il est un vrai joueur de centre numéro 2 dans la Ligue nationale de hockey, ce qu'il viendrait être derrière Nick Suzuki. Un gars qui a déjà 2 saisons de 50 points à son actif, 3 saisons de 20 buts. Il apporte bien sûr ce qui manque aux Canadiens. Et là, soudainement, si ton joueur de centre est un gros bonhomme comme ça, ça te donne des atouts pour qu'est-ce que tu veux faire. Des options plutôt que des atouts avec ce que tu veux faire pour ton quatrième ailier de top 6. Est-ce que tu redonnes une chance avec New Hook? Parce que là, soudainement, un gars rapide comme New Hook sur le flanc gauche, si ton deuxième centre, c'est un Quinton Byfield, ça peut être intéressant. Donne des options donc de ce côté-là. Imaginez dans quelques années si c'est Zarovski, Byfield et Demidov, ta deuxième ligne. Byfield coûterait très, très cher. Michael H. Au moins un autre espoir très très haut dans la hiérarchie du Canadien de Montréal. Au moins un si c'est pas 2 choix de première ronde. Je pense par contre qu'il vaut la peine. Je pense qu'on parle d'un gars qui pourrait vraiment faire un bond dans sa carrière en venant jouer dans un autre style de jeu. Faut pas oublier ça. Les Kings de Los Angeles, c'est une formation qui est reconnue pour protéger la rondelle, pour vouloir gagner ses matchs 2-1. Je pense effectivement que même s'il venait simplement jouer sur la deuxième unité d'avantage numérique avec le Canadien, de jouer à 5 contre 5, que ce soit avec Demidov, que ce soit avec Slafkovský, que ce soit avec Caulfield, peu importe, que ce soit avec Zarovski dans quelques années, si celui-ci devient le joueur qu'on espère de lui, viendrait vraiment améliorer ses statistiques. Je parlais des Kings, qu'est-ce qu'il veut faire? Mais c'est parce qu'avec l'acquisition et la prolongation de contrat instantané de Artemi Panarin, qu'est-ce qu'on fait à LA? J'en ai pas la moindre idée. Mais si jamais on décide que prendre un Byfield pour aller chercher plus d'actifs que viendrait nous envoyer le Canadien de Montréal, des actifs de qualité, nous permettrait peut-être, sans tomber dans une reconstruction complète, un petit reset, ça pourrait définitivement être quelque chose qui nous tente. Et honnêtement, si j'étais plus convaincu de la disponibilité de Quinton Byfield, il serait plus haut sur ma liste. Il aurait été numéro 1 sur ma liste. D'un point de vue hockey, il serait vraiment numéro 1. Mais il est numéro 2
Parce qu'au premier rang, et si vous êtes rendu ici, ben peut-être que vous le devinez parce que c'est un des joueurs dont on entend le plus parler présentement. C'est Nico Hischier. Je n'ai aucune idée pourquoi les Devils feraient, à mon humble avis, l'erreur d'échanger Nico Hischier plutôt que de le prolonger. Parce qu'il est à prolonger, il va être agent libre sans restriction l'été prochain. Nico Hischier à Montréal ferait du duo Suzuki-Hischier un des meilleurs de la ligue. Honnêtement. Top 5, puis j'allais presque dire top 3. T'as un gagnant du Selke qui vient de faire 100 points. T'as un gars qui a déjà été nommé au Selke, qui a des votes au Selke année après année, qui a déjà fait 80 points, qui est peut-être plus un gars de, mettons, entre 60 et 70 points là, sur plusieurs saisons, qui est encore dans la fleur de l'âge. Le seul petit accro à Nico Hischier, c'est qu'il va falloir le signer pour plus que 7,25. Donc, il viendrait chercher un gros contrat, probablement en plus à la Noah Dobson, ce qui n'est vraiment pas un problème. Il vaut la peine. Certains diront aussi qu'avec un Nico Hischier, ça te prend un autre gros ailier. Oui, certainement, mais ça se règle pas mal plus facilement que de régler ton problème au centre. Et avec Hischier et Suzuki, tu as tes deux joueurs de centre pour les 6 prochaines années. Pour la majorité de ta fenêtre de Coupe Stanley, ce serait honnêtement sensationnel. Il est en plus gaucher, donc il vient vraiment cocher toutes les cases. Absolument toutes les cases. Même s'il ne reste qu'une seule saison à son contrat, ça coûterait très cher. Et je l'ai dit, moi personnellement, je ne comprends pas pourquoi il est dans les rumeurs de transactions. Pierre Lebrun en a rajouté cette semaine en disant que oui, absolument, le Canadien va être des discussions, peut-être même qu'on a déjà appelé pour Nico Hischier si celui-ci venait à être disponible. Lebrun a renchéri en disant que s'il avait à faire une prédiction, Hischier va être prolongé du côté du New Jersey. Pour moi, ce serait une énorme erreur. Pourquoi? Ben... Jack Hughes, pour moi, c'est un ailier. Je veux dire, oui, il joue au centre et tout ça, mais c'est un ailier. Et si tu échanges Hischier, il te manque vraiment quelque chose du côté des Devils. Je comprends qu'on veut faire l'acquisition de l'autre frère et tout ça, mais si le but est de ne pas re-signer Hischier pour pouvoir aller all-in puis offrir le gros lot à Quinn Hughes, à mon sens, ce serait une erreur du côté du New Jersey. Est-ce que le Canadien en profiterait? Ce serait absolument sensationnel. Mais si on vient à ne pas s'entendre avec Hischier et qu'on décide, pour quelconque raison, de le transiger, aucun doute, il est numéro 1, ça vaut la peine de payer très cher pour faire son acquisition. Honnêtement, il n'y a rien de trop cher. Il n'y a rien qui est trop cher à payer, ou presque. Là. Soyons honnêtes, je veux dire, je ne donnerais pas Slavkovski, je ne donnerais pas Caulfield ou Demidov. Mais... en ce qui est d'espoir et tout ça, choix de première ronde, et même peut-être d'autres joueurs un peu plus bas dans l'alignement. Est-ce que c'est un Caden Goulet? Je ne sais trop. Il n'y a rien de trop cher pour Nico Hischier. Et il transformerait le Canadien de Montréal. Hischier n'est pas ce premier show au total qui transforme une équipe à lui seul. Mais dans la situation du Canadien, Nico Hischier transforme le Canadien de Montréal pour au moins les 6 prochaines années. C'est pourquoi il est numéro 1 sur ma liste de joueurs de centre à aller chercher pour le Canadien de Montréal. Donc, en 4e position, c'est Vincent Trocheck. En 3e, c'est Matthew Barzal. En 2e, c'est Quinton Byfield. Et en première, c'est Nico Hischier. Voilà la liste de ton boy. Qu'est-ce que t'en penses? As-tu pas de bon sens? Es-tu d'accord? Es-tu pas d'accord? Y a-tu certaines choses avec lesquelles tu es d'accord ou non? Peu importe, parce que tu peux être d'accord avec X, mais pas d'accord avec Y. Laisse-moi savoir tout ce que t'en penses en commentaire. Quel joueur n'est pas sur ma liste que tu aurais ajouté et pourquoi? Je veux t'entendre à ce sujet. Reviens pour le prochain épisode dans lequel on va faire le même exercice, mais avec les ailiers et les défenseurs. T'as apprécié ce que t'as entendu aujourd'hui? Il y avait un autre épisode. Il y en a un juste ici. Et on se reparle lors du prochain. Ciao!